13h15 sur Alliance 92 à travers l'émission Ambaro. Ambaro, pour ce jour, reçoit Transparency International, l'initiative Madagascar, représentée ici par son directeur qui n'est autre que Claude Fanouise. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Quand on dit Transparency International, l'initiative Madagascar, on pense dénonciation, on pense interpellation, à travers des points forts quand même, qui fait même le développement, l'épanouissement d'un pays. Exactement, sur quel point, sur quel thème? Comme vous savez, Transparency International, l'initiative Madagascar, c'est une des 110 sections de Transparency International dans le monde. Nous sommes présents ici à Madagascar depuis l'année 2000, c'est-à-dire que nous, on a reçu notre accréditation via de Transparency International Secrétariat à Berlin, donc à partir de cette date. Comme vous savez, Transparency International, nous, on ne se contente pas tout simplement de faire des dénonciations, d'interpellations, mais on mène aussi des activités de plaidoyer, d'information, de communication et de sensibilisation. Sincèrement, nous, on travaille actuellement sur 4 thèmes, plus particulièrement donc sur le thème qui a été lié sur l'aspect, sur tout ce qui est gouvernance foncière. On travaille sur la gouvernance locale aussi, tout ce qui est appui aux communes, etc. On travaille sur la gouvernance des finances publiques. Et bien sûr sur tout ce qui est gouvernance sur la gestion des ressources naturelles. Oui, alors pourquoi sur ces points exacts? Nous, Transparency International, nous on a quelques outils dont le baromètre mondial de la corruption. C'est un outil qui permet donc à Transparency International d'identifier quels secteurs dans un pays sont les plus touchés en termes de corruption. Malheureusement, pour le cas de Madagascar, pour l'année 2016, on n'est pas concerné par cette étude faute des sources de données, comme les cas de IPC pour quelques pays pour l'année 2016. Donc pour le moment, il s'agit des thématiques sur lesquelles donc, nous on a mené des activités depuis quelques années et on continue dans ce sens. Ça ne voulait pas dire que ces 4 thématiques sont les thématiques les plus touchées à Madagascar en termes de corruption, mais je peux vous confirmer quand même que quand vous faites des sondages, comme ça, les gens pourraient vous dire que le secteur foncier ou tout ce qui est aspect ressources naturelles pourrait être fait l'objet des thématiques qui sont les plus touchées à Madagascar en termes de corruption. On parle beaucoup de bois de rose, de tortues, tout ce qui est exploitation illicite de nos ressources naturelles. Mais quand vous sortez des chiffres, des constats, c'est pas toujours joli comme on dit. Nous sommes toujours parmi les derniers. Qu'est-ce que cela veut dire quand même en interprétation? C'est vrai parce que si on se réfère par exemple par rapport à notre score, à notre classement sur l'indice de corruption de la corruption entre 2015 et 2016, on a perdu 2 points et notre classement, on a perdu 22 places. C'est-à-dire que si on était classé 123 en 2015, on était à 145 classes, rangs en 2016. Comme vous savez, les sources des données sont venues des scores fournis par des organisations internationales telles que la Banque mondiale, les banques africaines de développement, Forum économique mondial, etc. etc. Nous, Transparency International, au niveau du secrétariat, on essaie de grouper toutes ces sources de données pour calculer donc la moyenne, et c'est sur cette base que nous on sort donc le score pour chaque pays, et c'est le cas de Madagascar. En termes d'interprétation, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas concerné par le baromètre mondial de la corruption pour l'année 2016, on verra pour l'année 2017, mais ce qu'on pourrait vous dire, c'est que la perception de la corruption par les citoyens ou d'autres public ciblé dans le cadre de l'analyse par ces organisations internationales, nous, on a une perception vraiment négative avec une tendance en baisse donc depuis quelques années. C'est dû à quoi, tout compte fait? Ça peut être manque de la volonté de nos leaders politiques. Ça peut être aussi une nécessité d'intégrer dans notre éducation tout ce qui est aspect promotion de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'on attend à un certain âge ou à un certain niveau d'éducation à l'université ou dans les établissements publics pour les professionnels qu'on parle de la bonne gouvernance ou de la lutte contre la corruption, mais ce serait mieux que ça faisait partie de l'éducation citoyenne dès l'école primaire. Cette chute, entre guillemets, on l'a ressentie depuis combien d'années à peu près, ce recul?
En fait, on a beaucoup stagné depuis l'année 2012 jusqu'en 2014. Et à partir de 2014 jusqu'en 2016, donc, il y a une tendance en baisse. On n'a pas besoin de chercher midi à 14 heures pour savoir quels sont les secteurs les plus touchés. Nous, on ne voulait pas se prononcer que tels secteurs sont les plus corrompus, mais vous pouvez demander sur la rue qu'il y a beaucoup de gens qui réclament des transparences sur tout ce qui est, par exemple, la délivrance des certificats fonciers. Si on parle du foncier, sur tout ce qui est les cas par rapport à notre exploitation illicite ou exploitation illicite des ressources naturelles. Il n'y a même pas une semaine, vous avez entendu dans les médias ce qui s'est passé au niveau de l'aéroport international d'Ivat. Okay, oui. Tout ça, donc, ça nous permet d'avoir une indice sur quel secteur ou sur quelle thématique sont les plus touchés en termes de corruption à Madagascar, ce qui a permis donc aux gens ou aux organisations internationales de dire que notre indice de perception de la corruption en termes de perception sont vraiment une tendance en baisse depuis quelques années. D'accord. Là, on a parlé des thèmes, on a parlé sur certains points, mais l'échantillonnage même des personnes enquêtées, comment ça se passe? Bon, quand on parle de l'indice de perception de la corruption, on parle du secteur public. Donc, ce qui est sûr, ces organisations internationales, dont les sources de données sont au moins 6 sources de données, c'est sûr et certain qu'eux, ils travaillent sur les collectivités territoriales décentralisées. Donc, ça veut dire que les sources de données pourraient être venues des enquêtes, des échantillonnages au niveau de ces collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire des gens au niveau des communes, des régions, etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on parle beaucoup aussi ici à Madagascar de tout ce qui est amélioration du climat des affaires. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise pourraient être source de données aussi pour les organisations internationales. Et dernier point, ça peut être les gens dans les secteurs privés, aussi bien que des simples citoyens, paysans, etc. Parce que ce sont les activités qui regroupent plus de personnes donc en termes d'activités ici à Madagascar. Ça peut être aussi concerné avec les activités informelles, parce qu'à Madagascar, on parle beaucoup de problèmes du secteur informel. Du secteur informel, beaucoup plus que les secteurs formels. Ça peut être aussi source de données. Mais ça dépend donc de l'organisation qui fournit ces informations, parce que si on parle par exemple de la Banque mondiale, on savait très bien sur quel secteur la Banque mondiale appuie Madagascar. Donc c'est en fonction de ça que nous, on peut faire notre analyse qui pourraient être les publics qui ont fait l'objet d'échantillonnage et qui ont fait l'objet d'enquête, donc durant leur analyse, pour leur permettre de faire sortir du score pour Madagascar. D'accord. Alors, tout dernièrement, vous avez eu une rencontre avec les membres de la société civile, mais aussi avec le gouvernement, à travers donc ce qu'on appelle le groupe de dialogue stratégique. Point fort qui était sorti quand même, c'est on va lutter contre l'impunité. Impunité, c'est tout le monde en parle, tout compte fait. Mais quelle est la teneur pour dire qu'on va vraiment... Est-ce que vous allez surveiller? Qu'est-ce que vous allez faire? Ok. Nous, on fait partie des sociétés civiles qui sont impliquées dans la lutte contre la corruption. Notre slogan même disait « Ensemble, nous luttons contre la corruption ». Donc, c'est vrai que le 8 mai dernier, donc, on nous a fait appel pour assister donc à ce groupe de dialogue stratégique. C'est un dialogue qui a été initié par la primature, le gouvernement, avec la communauté internationale, dont plus particulièrement le PNU de l'ambassade de France. Donc le GDS, en fait, ça se tient tous les 3 mois avec des thématiques très différentes. Il y a des évaluations aussi sur les 3 mois? Je pense oui, parce qu'à chaque fois, donc, il y a un petit rappel de qu'est-ce qu'on a discuté, puis après, qu'est-ce qu'on a fait, quelle perspective donc, pour les 3 mois à venir. Donc, le 8 mai dernier, c'est un dialogue qui s'était plutôt focalisé sur tout ce qui est la lutte contre la corruption et la vindicte populaire. C'est pourquoi nous, on est invités donc, parmi les 3 autres sociétés civiles. On a parlé beaucoup du cas que vous connaissez très bien dans les médias. Et nous, durant cette séance, nous, on a dit que le gouvernement devrait prendre leurs responsabilités en termes de lutte contre la corruption, de montrer plus de volonté pour lutter contre ce fléau. Et il faut considérer
certains cas spécifiques ces derniers temps comme une opportunité pour le gouvernement de montrer aux yeux de tout le monde, des citoyens de la communauté internationale, pour dire que c'est une opportunité pour montrer leur volonté à prendre leurs responsabilités pour lutter contre la corruption. Mais est-ce que cela n'est pas plutôt un discours diplomatique comment Transparency International Initiative Madagascar impose sa vision et ses critiques face à un gouvernement, par exemple? Ah, ça, c'est une question très importante. Concrètement, je prends un exemple très concret. Le gouvernement a pris l'initiative de mettre en place, par exemple, le PAC, le pôle anticorruption. Ouais. Au cours des discussions initiales pour la mise en place de ces PAC, la société civile réclame qu'on est impliqué dans la prise des décisions à travers la mise en place d'un représentant ou des représentants de la société civile au sein du PAC. Donc nous, on s'est proposé pour être un membre du comité de suivi et d'évaluation du pôle anticorruption qui a été prévu dans la loi. Donc ça, c'est une action concrète que nous, on propose au sein de nous, entre nous, la société civile, et vis-à-vis du gouvernement, qu'il fallait que la société civile soit représentée au sein du pôle anticorruption. Et c'est-à-dire que vous allez jouer les gendarmes ? Pas forcément en tant que gendarme. De toute façon, nous, on n'a pas la compétence pour jouer ce rôle, mais plutôt en tant que conseil, appui au gouvernement sur le processus de lutter contre la corruption à Madagascar. Oui, mais quand même, quand on dit lutte contre l'impunité, nul n'est au-dessus de la loi. Vu la situation actuelle, vu ce que l'on entend, vu ce qui est écrit, ce qui est dit à travers la presse, comportement des citoyens dans les discussions dans les salons, est-ce que ce n'est pas quand même une lutte vaine ce que vous menez ? Oui, vous n'êtes pas les seuls qui disaient ce genre d'affirmation. Il y a, si vous descendez dans la rue, si vous posez la question, c'est quoi quel est la situation de Bianco face à toutes ces attaques vis-à-vis d'eux. La réalité, en fait, c'est que nous, on a ces institutions qui luttent contre la corruption, mais leur mobilité, leurs marges de manœuvre sont très limitées. Et c'est pour ça que peut-être le gouvernement a pris l'initiative de mettre en place une nouvelle entité telle que le pôle anticorruption pour donner plus d'indépendance aux résultats des enquêtes ou des investigations menées par le Bianco ou le Samifine. Et pour nous, donc, nous trouvons vraiment très important la mise en place du PAC parce que ça donne une assurance vis-à-vis de ces institutions, je parle de Bianco ou de Samifine, pour que les investigations qu'ils mènent arrivent à fin. C'est-à-dire que l'idée, en fait, c'est qu'ils font leurs investigations avec des preuves justifiées et que la suite après, avant, c'était au niveau de la justice. Maintenant, au niveau de la chaîne pénale anticorruption, là, maintenant, on va mettre en place le PAC. Ça permettra d'avoir un résultat plus efficace en termes de s'il y a combien d'investigations, combien sont vraiment arrivées jusqu'à terme. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelques suspects qui sont jugés et mis en prison. Et c'est ce que nous voulions, nous tous, pour éviter que sur 100 cas qui ont été investigués, puis il n'y a que 2% ou 1% qui sont jugés. Et qu'est-ce que vous faites là, à ce moment-là, quand le pourcentage escompté n'est pas atteint ? Nous, on fait des plaidoyers pour qu'on donne plus de moyens au niveau du Bianco, plus d'indépendance au niveau du Bianco, et c'est le même cas que nous réclamons vis-à-vis du PAC aussi. C'est-à-dire qu'on donne plus de moyens financiers pour leur permettre d'arriver jusqu'à la fin, les objectifs ou leurs missions, et plus d'indépendance en termes de prise de décision aussi. Mais des moyens financiers, pour quoi faire ? Pour mobiliser, parce que vous voyez, hein, si je parle par exemple le cas de Bianco, il y avait les branches territoriales, mais ça reste au niveau des chefs-lieux de province, c'est-à-dire au niveau des 6 chefs-lieux de province. Donc si on donne plus de moyens, au moins il y aura des Bianco au niveau régional. Ça leur permettra aussi de ne pas se contenter tout simplement sur la base des doléances pour mener des investigations, mais qu'ils mènent aussi leurs actions, leurs propres actions
pour faire des investigations. Ça pourrait être un résultat si on donne plus de moyens et de dépendance aux Bianco pour prendre leurs responsabilités. Nous, la société civile, on n'a pas ces compétences-là. Nous, c'est que on est là pour, comment dirais-je, aider le Bianco pour faciliter leurs tâches en termes d'information, d'éducation et de communication. Voilà. Mais est-ce que vous êtes satisfait quand même des résultats qui prévoient actuellement, étant donné que des noms sortent à gauche à droite, mais le mot qui les lie tous, c'est corruption et impunité. Mais il y a quelque chose qui bouge. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà quelques cas. Ces revendications qui passent actuellement, ou c'est ce qu'on appelle bouger? Ce que je voulais dire, en fait, c'est que le gouvernement écoute la société civile. Le gouvernement prend quelques responsabilités, pas à 100%, mais au moins il y a des cas qui sont jugés jusqu'à la fin. Ça, c'est quelque chose que nous, on considère comme une avance en termes de lutte contre la corruption à Madagascar. Voilà. Un autre point qui est resté quand même tabou, c'est vrai, vous l'avez d'ailleurs dit vous-même, c'était le mois dernier, c'est cette histoire d'indice salarial au niveau de la fonction publique. Vous n'avez pas touché quelque chose qu'il ne fallait pas toucher là, par exemple? C'est vrai, c'est notre rôle. Je pense que vous parlez de notre initiative sur la transparence de la rémunération des gens publics. On a pris cette initiative parce que, comme vous avez dit, on sort toujours l'indice de perception de la corruption au Madagascar tous les ans. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que nous se contentons tout simplement de dire que voilà le score de Madagascar, ou on fait quelque chose derrière tout ça? Donc nous, on pense que peut-être la mauvaise rémunération des agents publics pourrait être un des facteurs, je dis bien un des facteurs qui pourrait encourager les agents publics à corrompre. Donc nous, on a dit, peut-être on va essayer de comprendre combien touchent vraiment les agents publics, aussi bien que les élus. Est-ce qu'il fallait faire quelque chose vis-à-vis de ces rémunérations des agents publics pour réduire un peu le niveau de corruption au niveau du secteur public? Donc on a mené des débats, des conférences débats, des débats publics pour comprendre et pour voir aussi la perception des citoyens en termes de rémunération des gens publics et en termes de transparence au niveau du secteur public sur la publication ou pas des rémunérations de ces élus ou des choses de ces... Et il y a une grande différence entre les fonctionnaires quand même? Entre les différents ministères, oui. Sur la base des résultats des études que nous on a menées, je pense qu'un des points clés qui ont été évoqués lors de ces échanges, c'est que il y a cette histoire de statut particulier pour quelques corps. Oui, c'est vrai. Ce qui crée la frustration chez certains. Chez autres corps, mais il y a des avantages qui sont spécifiques pour certains corps ou pour certains ministères. Donc c'est ces genres d'avantages spécifiques qu'il fallait analyser, étudier et revoir pour éviter, comme on a dit tout à l'heure, la frustration de certains corps par rapport à ces avantages. C'est le cas, par exemple, il n'y a même pas un mois, il y avait cette revendication du corps au niveau de la justice. Il y a aussi au niveau de l'éducation nationale. C'est à cause de ces statuts particuliers. Donc ça, on encourage le gouvernement de voir un moyen pour qu'il y ait un alignement de ce genre d'avantages. Donc ceux qui ne rouspètent pas, ils seront toujours dans leur... Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point aussi, nous, sur la base de notre analyse même, on recommande au gouvernement de voir la mise en place d'une base de données unique pour tous les ministères. Parce que nous, on a constaté qu'au niveau du ministère de la fonction publique, par exemple, ce ministère fournit des chiffres qui ne sont pas vraiment les mêmes que celles fournies par le ministère des Finances et du Budget, par exemple. Donc, ce serait mieux quand même qu'il y ait une coordination entre le ministère, que le gouvernement sorte une seule base de données en termes de chiffres pour éviter que le ministère de la fonction publique dit qu'il y a tel nombre de fonctionnaires à Madagascar, alors qu'à côté il y a le ministère des Finances et du Budget qui
dit que voilà, il y a un autre chiffre. Mais est-ce que cela ne veut pas dire quelque part qu'il y a de cette non-cohésion de chiffres Cela veut dire que peut-être il y embauche un peu plus là-bas sans être déclaré ou... Pas forcément ça. Ça peut être peut-être au niveau du... Je dis n'importe quoi. Hein. Disons au niveau du ministère de la fonction publique, ce sont des chiffres basés sur le contrat. Et au niveau du ministère des Finances et du Budget, ça peut être des chiffres basés sur la personne ou le fonctionnaire payé. Donc ça peut être ça la différence. Donc avant, la direction en charge du solde, c'était au niveau du ministère de la fonction publique. Il paraît qu'actuellement, ça a été au niveau du ministère des Finances et du Budget. Donc tout ça, il fallait voir pour qu'il n'y a qu'un seul chiffre que le gouvernement sort. Parce que là, maintenant, on ne sait plus est-ce que c'est 490 000 ou 160 000 ou 200 000. Dernier point sur ce sujet. Est-ce que pour Transparency International, Initiative Madagascar, est-ce que c'est logique qu'on ait un taux salarial qui pompe tout le budget de l'État? Moi, je pense que Transparency International n'est pas le mieux placé pour dire que... Par rapport justement à ces remarques de... Ce qu'on pourrait peut-être qu'on pourrait parler, c'est que ce serait mieux que le gouvernement essaie de trouver une solution pour réduire ce phénomène informel des activités économiques à Madagascar. Ça, c'est le premier point. Deuxième point aussi, sur la base des analyses que nous on a menées, on parle beaucoup du lien entre la corruption et la faible rémunération des gens publics et puis le faible pouvoir d'achat à Madagascar. Il y a des analyses au niveau international qui disaient que ce n'est pas forcément qu'on est riche ou on est pauvre, que le niveau de corruption est haut, élevé ou faible dans un pays. Ce n'est pas forcément ça. Mais il y a quand même des paramètres, comme on a évoqué tout à l'heure, qui pourraient influencer le niveau de corruption dans un pays. Si l'on parle des actualités d'aujourd'hui, on parle de lutte contre la corruption, la société civile interpelle, la société civile émet ses avis. Tout est question maintenant, est-ce que vous avez constaté que le citoyen est dans le désarroi? Est-ce que le citoyen est en désarroi? Ce qu'on peut dire en fait, c'est que les citoyens ne s'impliquent pas trop dans la lutte contre la corruption. Ils croyaient que la lutte contre la corruption, c'est plutôt l'affaire de l'État, du gouvernement. Alors que normalement, chacun doit prendre leurs responsabilités pour lutter contre la corruption. Si vous allez visiter un pays dont le niveau de perception en termes de corruption est élevé, c'est parce que si vous faites quelque chose qui n'est pas normal sur la rue ou n'importe où dans le secteur public, même dans le secteur privé, on vous dénonce directement. Ce qui n'était pas le cas à Madagascar. Parce qu'on croyait que tellement ils sont déjà, comment on appelle ça, déçus de ce qui se passe dans leur vie quotidienne. Donc même ils voient des cas avérés de corruption, ils se contentent tout simplement de dire que on ne voulait pas dire parce que ça va être une bombe à retardement pour la personne qui dénonce. Donc il y a des efforts que le gouvernement doit faire pour encourager les citoyens avec le gouvernement ou avec les institutions qui travaillent sur la lutte contre la corruption de prendre leurs responsabilités en tant que citoyens. Mais n'empêche, ce ne sont pas les institutions qui concernent la lutte anticorruption qui manquent au pays. Tout est installé. Pour le gouvernement, là, le langage est on va lutter, mais dans sa réalité, on va entamer les 6 derniers mois aussi déjà. Voilà. Nous, quand on a fait notre réflexion, on disait tout est une question d'éducation citoyenne à la base. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il fallait aussi, et ce serait mieux, que le gouvernement fait des actions pour montrer aux citoyens qu'eux, ils fassent quelque chose de concret. Entre autres, par exemple, qu'est-ce que vous attendez, vous? En termes de modèles, pour servir de modèle, que voilà, il y a un cas sur lequel les gens qu'on croyait qui sont intouchables sont poursuivis par le gouvernement à travers la justice, mis en prison, etc., etc. Le cas, par exemple, de Mme Razé Mahmoud ou autre? Pourquoi pas?
Et qu'est-ce que l'on attend donc? Une réaction du ministère de la Justice par rapport à tout cela? Ce qu'on peut dire en fait, c'est qu'il y a le Bianco qui a fait son travail. On attend jusqu'à présent la réaction, pas la réaction, mais la suite logique du processus. C'est-à-dire cette suite logique qui est dans le sens, on peut dire positif jusqu'à aujourd'hui. On souhaiterait que cette affaire soit terminée jusqu'à la fin, c'est-à-dire que la personne soit jugée et qu'on respecte le jugement de la justice. Pour les 6 derniers mois de cette année, pour Transparency International, Initiative Madagascar, des efforts ont été quand même... Qu'est-ce que vous comptez? Qu'est-ce que vous attendez? Nous, quand on a fait la publication de l'indice de perception de la corruption en janvier de cette année, on a dit que l'année 2017, c'est une année décisive pour le gouvernement de montrer qu'ils ont la volonté de lutter contre la corruption. Donc ce qui s'est passé ces 6 derniers mois, on voit que quelque chose bouge. C'est-à-dire qu'il y a des cas avérés de corruption sur lesquels le gouvernement, à travers les institutions... Les petits poissons d'abord. Bon, pas forcément les petits poissons, mais il y a aussi les gros poissons qui ont été évoqués dans les médias, etc. Donc ce qu'on pourrait dire en fait, c'est que ces genres de situations, si on regarde un peu en arrière depuis les 2 dernières années, moi personnellement, je n'ai pas constaté qu'il y a beaucoup de cas comme ça qui s'est passé. Mais là, c'est un peu encourageant pour nous de voir qu'il y a des cas qui sont d'envergure nationale, même internationale, parce qu'il y a quand même, si on parle par exemple le répatriement de nos bois de roses venant de Singapour, ça c'est un cas de corruption de très haut niveau, parce que d'envergure internationale. On parle aussi de tout ce qui est problème d'exploitation illicite de l'or, et qu'on a saisi au niveau de l'aéroport international d'Ivat. Ça, ce sont des cas encourageants. Donc on encourage toujours le gouvernement de continuer dans ce sens. Si on continue toujours jusqu'à la fin d'année, peut-être la perception de la corruption à Madagascar va changer. Peut-être ça ne va pas changer à 360 degrés, mais au moins il y a une amélioration en termes de suspects sur l'exportation ou l'exploitation illicite dans les ressources. C'était l'embarras de Transparency International Initiative Madagascar avec comme invité son directeur, Claude Fanoïsa. Merci à vous. Merci beaucoup.